Alain Juppé, bonjour, vous êtes ici à l'université de Versailles-Saint-Quentin, vous avez accepté de parrainer la rentrée solennelle de la faculté de droit. Quand on lit votre livre, Une histoire française, d'ailleurs, les mots d'enseignement, d'éducation reviennent assez souvent, c'est quelque chose, vous dites même, vous avez été un père parfois un peu absent, mais vous avez veillé quand même à ce que vos enfants suivent des études, vous-même, on en reparlera après. Est-ce que vous avez l'impression qu'au fond, l'éducation, c'est un devoir pour l'État, pour les jeunes, et puis qu'au fond, l'intelligence, c'est au fond notre richesse première? C'est le moment clé, l'éducation. Moment clé pour tous nos jeunes qui partent parfois dans la vie avec des atouts qui sont assez différents. Et l'école est là pour permettre à chacun de s'exprimer pleinement. Et puis surtout, pour moi, l'école, elle a pour principale mission d'aider à former le libre arbitre et la capacité de jugement de nos jeunes gens. Et c'est particulièrement important dans un monde où nous sommes entourés de fausses nouvelles, de complotisme, de réseaux sociaux qui racontent un peu n'importe quoi. Trier le vrai du faux, faire fonctionner ses neurones et son intelligence, je crois qu'au-delà de la transmission des connaissances, c'est la mission essentielle de l'école. C'est donc, elle est tout à fait au centre de ce que peut-être une société. La République, au fond. Et d'ailleurs, vous avez appelé à la fin de votre intervention les étudiants à l'espérance. Hein. Est-ce que justement, oui, dans un monde où on est un peu noyé comme ça par le complotisme, des fake news, justement, les études, l'apprentissage, ça permet justement de se débarrasser de ça, d'avoir peut-être un peu plus d'espérance? Vous savez, nous avons plusieurs jeunesses en fait dans notre pays. Il y a une jeunesse qui est embarquée dans de bonnes études et puis ensuite dans des métiers porteurs, elle est à l'aise. Et puis il y a une jeunesse qui est laissée de côté. C'est ça qui est la principale préoccupation, cette inégalité qui s'est créée. Pour ceux que j'ai rencontrés ce soir, j'ai voulu effectivement leur dire d'abord ne croyez pas ceux qui vous disent que c'était mieux avant. Quand on jette un regard sur le XXe siècle, on se rend compte que ça n'a pas été un siècle paisible, ni finalement tellement sympathique. Et puis surtout, ne vous laissez pas intoxiquer par cette espèce d'autoflagellation que nous entendons matin, midi et soir, tout fout le camp, tout s'affaisse. Nous avons des problèmes, nous avons des défis formidables devant nous, le défi climatique, le défi migratoire, le défi numérique aussi, puisque l'intelligence artificielle apporte le pire et le meilleur. Mais si on résiste, si on se bat, si on y croit, si on cultive effectivement cette vertu d'espérance à laquelle j'ai appelé, on peut y arriver et on y arrivera. Vous-même vous racontez dans votre livre, alors après une jeunesse un peu solitaire mais heureuse à Mont-de-Marsan, puis vous allez à Paris dans les classes préparatoires, et puis vous faites de très brillantes études, vous réussissez Normal Sup du premier coup, l'agrégation de lettres classiques, puis l'ENA. Et il y a toujours une question, alors c'est vrai que tout le monde reconnaît votre intelligence, Chirac avait dit c'est le meilleur d'entre nous, ça vous a peut-être pas toujours porté chance, mais enfin bon. Ça n'a pas plu à mes camarades. Ça n'a pas plu aux autres. Mais je me suis toujours demandé, en politique, au fond, votre ami Alain Mac, puisque vous dites que c'est votre ami dans le livre, dit dans son dictionnaire amoureux du pouvoir que le pouvoir de l'intelligence n'est pas toujours l'intelligence du pouvoir. Mais est-ce que quand on fait, je pense plutôt aux campagnes électorales, quand on est intelligent, on a un peu de doute sur soi-même, on est modéré. Et vous faites d'ailleurs un éloge de la modération à travers Montesquieu. Est-ce que finalement, c'est pas un handicap? Écoutez, il vaut mieux être intelligent que sot. Hein, non, je ne dis pas que les autres sont sots, mais, mais on peut peut-être plus douter, plus... Peut-être, mais le doute, ça n'est pas l'inaction, ça n'est pas l'indécision. Hein. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que tout le monde monte rapidement aux extrêmes, la vie politique s'hystérise, la vie politique devient violente aussi. Je crois qu'il n'y a rien de bon à attendre de cette évolution. Je crois qu'au contraire, le retour à la modération, c'est-à-dire au temps de la réflexion, hein, au fait d'écouter les autres, à la tolérance, et puis à un moment ou à un autre de décider, bien sûr, il faut prendre des décisions et agir. Je crois que c'est ça la bonne voie. Et je suis heureux de voir que quand je dis ça dans mes rencontres à propos de mon livre, assez souvent, je vois des gens venir vers moi et me dire « ça fait du bien d'entendre parler de modération dans le monde un peu tumultueux que nous trouvons ». C'est vrai qu'on en a moins l'habitude quand on écoute notamment les chaînes de télévision continue, etc. Peut-être, vous allez rencontrer peut-être des étudiants tout à l'heure, il y a peut-être un qui va vous dire « moi je voudrais absolument faire de la politique ». Et vous l'encouragerez peut-être. Et si quelqu'un vous disait « ah non, moi la politique, non ».
j'en veux pas. Ouais, ce deuxième cas sera sans doute plus fréquent que le premier, parce qu'aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, la politique a une réputation désastreuse. Les hommes politiques sont réputés menteurs, impuissants ou pourris. Un dernier sondage donne des résultats à nouveau tout à fait catastrophiques. Et j'ai essayé de dire dans mon livre que ce n'est pas la réalité. Bien sûr qu'il y a des moutons noirs dans la politique, il y en a partout, dans toutes les professions. Peut-être pas plus qu'ailleurs. Et en tout cas, l'immense majorité des hommes politiques, je les ai bien connus pendant les 30 ou 40 années où j'ai été immergé dans ce bain, ils s'engagent pour servir le bien commun, à la disposition de leurs concitoyens. Et donc, je plaide pour la noblesse de l'engagement politique. Vous voyez que je n'hésite pas à aller à contre-courant de l'opinion générale. Un dernier mot, peut-être, justement, vous dites dans votre livre, j'ai eu une vie politique remplie, évidemment, enfin, ça, tout le monde le sait, mais j'ai été équilibré aussi par une vie privée heureuse. Vous pensez que oui, l'un ne va pas sans l'autre? Je pense que la vie privée est d'abord très importante. La politique n'a pas été toute ma vie. Oui, ça n'a pas été toute votre vie, voilà. Ma vie professionnelle, entre guillemets. Ça n'a pas été toute ma vie personnelle et je pense que c'est un élément important. Je crois qu'aujourd'hui, tous les repères auxquels les Français étaient attachés dans l'histoire, tout ce qui faisait la cohésion de notre société et le sens de la vie est en train de s'effacer. La religion, la France se déchristianise, la famille, le père, la mère et les enfants, c'est plus tout à fait le modèle. Le travail, ou bien on reste chez soi, ou bien quand on va au travail, on n'a plus son bureau, c'est les bureaux flexibles, etc. Je ne porte pas de jugement de valeur, je constate simplement ces évolutions. Et je comprends que les Français ont besoin de se rattacher à quelques principes fondamentaux. Et de ce point de vue, la famille, quelle que soit sa forme, est un élément absolument essentiel. Ça a été un élément de mon équilibre. Parce que j'ai connu des succès dans ma vie, j'ai connu des échecs aussi. Oui. Et dans l'échec, on a besoin... C'est pour ça que je vous parlais de l'intelligence et des campagnes politiques. Et d'être soutenu, bien sûr, ça compte. Et j'ai eu cette chance. Eh bien, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre livre. Je vous renvoie à votre livre si on veut en savoir quand même beaucoup plus sur vous. Ça s'appelle donc Une histoire française et c'est chez Taillandier. Merci beaucoup Alain Juppé. Merci à vous.